Bonjour Monsieur Belon, Bonjour. merci de nous accueillir. Sauf que c'est Chez vous. Bellon. Et voilà, oui c'est Belon, oui. Ouais. Et donc vous êtes un personnage connu, vous avez été député, vous avez d'autres activités que vous allez nous présenter. Et dites-nous-en un peu plus pour les gens qui ne vous connaissent pas encore. Alors c'est toujours difficile de se présenter soi-même, hein, parce que soit on considère qu'on n'a rien à dire, ce qui serait plutôt ma tendance naturelle, soit on considère qu'il y a plein de trucs. Alors moi, ce qui m'importe avant tout, c'est je suis Marseillais. Ça c'est fondamental. Je pense que Marseille, c'est quelque chose de particulier. Voilà, c'est comme ça, et je suis resté très attaché, donc j'y vais autant que je peux. Pour le reste, j'ai fait mes études à Marseille, de famille plutôt modeste. Il se trouve que j'ai eu, je dirais, la chance de faire l'école polytechnique. Puis ensuite, j'ai fait un peu de nomadisme étudiant. J'ai fait de l'économie, un 3e cycle, et puis ensuite j'ai passé le concours d'administrateur de l'INSEE, et donc je suis administrateur de l'INSEE. Voilà. Sur le plan, disons, politique et social, moi je me suis toujours attaché à ce qu'on appelle globalement la gauche, encore qu'aujourd'hui ça mériterait définition. Du syndicalisme, puis j'ai adhéré au PS, j'ai été élu député de Manosque, donc nous sommes pas loin de Marseille, enfin des Alpes de Haute-Provence, ou Basses-Alpes autrefois, 3 fois. Et puis là, disons que mes relations avec le PS se sont petit à petit distendues, et parce que je comprenais plus ce qu'il faisait. Et donc la dernière fois, en 93, je me suis présenté tout seul, sous l'étiquette gauche républicaine, au moins ça revenait à des fondamentaux, en sachant que je ne serais pas élu, mais ce n'était pas la question c'était je ferais combien. J'ai battu le PS, j'ai fait 12,5 et je suis retourné tranquillement à l'INSEE. De toute façon, je trouvais que ça suffisait. Il ne faut pas non plus passer la vie à pas être élu, c'est pas une bonne chose. Je pense que c'est pas une profession, c'est un mandat. Le mandat, par définition, ça doit avoir un temps. Voilà. Alors que dire d'autre? Ah oui, je suis membre du bureau de la Société des Amis d'Alexandre Dumas. Ça, j'y tiens beaucoup. Nous ferons la relation avec Marseille par le château d'If. Parce qu'en ce moment, il y a un film qui sort sur le comte de Monte Cristo. Je ne sais pas, je vous dirai après l'avoir vu ce que j'en pense. Le précédent, avec Depardieu, je le trouvais absolument innommable. Mais celui-là on me dit qu'il est pas mal, mais quand je l'ai pas vu, j'en sais rien. Voilà. Que dire d'autre? Celui de... Je suis marié, j'ai été marié, désolé, ma femme malheureusement décédée. J'ai 2 filles et 5 petites filles. Il n'y a que des filles. Alors maintenant nous allons parler de votre actualité. Ouais. Parce que vous militez ardemment pour une nouvelle constitution. Pour une constituante. Pour une constituante. Une nouvelle constitution, ça peut être Macron qui l'a fait. Oui, oui, oui. Alors j'aimerais que vous nous la détailliez. Alors la constituante elle-même, on y viendra dans le cadre des questions. Mais pourquoi ? Il y a, la constituante, il s'agit de l'élection d'une constituante, évidemment. Dans l'histoire de France, il y en a eu 6. Alors, pour ceux qui n'ont pas en tête 1789, 1793, 1848, 1875, qui à mon avis revêt la nature d'une constituante, et puis 2 en 1946. Ça fait bien 6. Donc ça ferait la 7e, c'est pas non plus l'horreur historique. Alors pourquoi y a-t-il de ce genre d'événements? En général, c'est lorsqu'il y a une crise profonde du fonctionnement des institutions et donc de la représentation des citoyens et donc de la démocratie. Alors
en ce moment, nous vivons une période quand même assez exceptionnelle. Et je crois pas, enfin moi je suis très attaché, je parlais de mes études à Marseille, je suis très attaché à un professeur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Robert Bonneau, professeur d'histoire, qui était le meilleur ami de Pierre Vidal-Naquet d'ailleurs, et qui a beaucoup travaillé sur les tournants historiques. Donc je l'ai un peu lu, et effectivement je reconnais dans la période où nous sommes, c'est le tournant historique typique. La particularité de celui-là, c'est pas comme les précédents, on a un régime trop autoritaire, on voudrait retrouver la démocratie, non. Enfin oui, bien sûr, on a ça, mais on a une classe dirigeante qui passe sa vie à expliquer qu'elle défend la démocratie pour la détruire. C'est assez extraordinaire. Ça, c'est quand même un cas unique dans l'histoire. Elle en parle tout le temps, et plus elle en parle, et moins il y en a. Alors, passons sur le fait que la construction européenne n'arrange rien en la matière, puisque on ne peut pas dire que ce soit un modèle de démocratie. Je dirais même qu'elle est antidémocratique, disons-le franchement. C'est beaucoup plus simple, on peut développer après si vous voulez. Et alors elle a découvert un jour que quand même il y avait une question, et elle a inventé ce terme absolument étonnant, le déficit démocratique. Alors ça, on nous rabâche ça à longueur de journée, il y a un déficit démocratique. Bon, il pourrait dire une absence de démocratie, une insuffisance. Non, un déficit. C'est curieux que même pour ça, il faut qu'ils emploient un terme comptable. On n'en sort pas, hein, ça. Pour tout, l'économie domine. Il n'y a pas de démocratie, ou alors il y a insuffisance, mais déficit. Pourquoi avoir pris ce terme? C'est très intéressant. Donc, non seulement je pense qu'il ne s'agit pas en ce moment, contrairement à ce qu'il raconte, de retrouver les éléments fondamentaux de la démocratie. Non, il s'agit de la détruire encore plus. Jusqu'au moment, il n'y en aura pas du tout. Parce que leur idéal, c'est une démocratie sans peuple. Et donc, l'absence de peuple, par définition, détruit toute idée de démocratie. Et alors, pour régler cette contradiction bizarre, ils inventent des termes. Le populisme. Le peuple, c'est vilain pas beau. Le peuple, ça a voté Hitler. Bon, ça mériterait un inventaire. Hein. On est bien d'accord. Il y a des historiens, et non des moindres, qui expliquent que Hitler n'a pas été le produit du peuple, mais qu'au contraire, la classe dirigeante est venue lui apporter le pouvoir. Je crois que c'est assez admis. Mais bon, rentrons pas dans ce débat-là, on y est encore après-demain. Mais on veut déconsidérer l'idée de peuple. Et donc on invente des termes, le populisme, puis alors ils sont incapables parce que quand même il faut des compétences pas possibles, en particulier en matière économique. Quand on voit la manière dont ils gèrent l'économie, moi ça ne me crève pas les yeux qu'ils savent beaucoup mieux. Hein? Avec 3200 milliards de dettes, effectivement. Oui, alors sur la dette, on pourra en parler. Autant où on parlait tout le temps du Japon qui allait très très bien, il y avait 140% de dette. Encore que, je profite que j'en parle, ce genre de compte n'est pas une bonne idée. Pour l'économiste plus ou moins que je suis, on sait que la dette c'est un stock, le PIB c'est un flux, on en a un chaque année. On ne compare pas un flux et un stock, ça se fait pas, c'est interdit. D'ailleurs, si le flux il était fait sur 2 années, le rapport serait 2 fois moins fort. Bon. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails techniques, mais on raconte un peu n'importe quoi sur ce genre de choses. La vraie question, c'est la dette, elle est faite comment, pourquoi, elle correspond à quel type de dépenses, qui peuvent rapporter quoi, bon. Ça, c'est un débat très important. Bon. C'est la question de fond. Moi qui suis resté attaché à Keynes, je dis c'est pas un mal en soi. Ça dépend comment on la gère, ce qu'on en fait. Or, ce débat-là, on l'a jamais. Ça ne veut pas dire que je trouve très bien qu'il y ait une dette, surtout en ce moment. Parce
Là, on se borne à l'accumuler, et puis il y a un ministre qui nous explique qu'il va tout régler. Et dans quoi il ne règle rien du tout. Donc il n'y a pas derrière une politique. Voilà. Et la vraie question de notre société, c'est un peu ce que j'ai développé. Là, j'ai participé à un débat à la Sorbonne il y a 15 jours, 3 semaines. Voilà. La vraie question, c'est que y a-t-il encore une vie politique? Et ça nous ramène à la question du peuple. Y a-t-il encore des citoyens? Par exemple, revenons à l'Union européenne, parce que quand même elle domine largement tous les débats. Bon. Elle est fondée, moi je reprends, parce que j'ai une grande admiration pour Pierre Mendès France. Et je cite souvent son discours du 18 janvier 1957, quand il a voté contre le traité de Rome, qui était la base de la construction européenne. Hein. Et il a d'abord dit, ce que vous êtes en train de faire, c'est simplement un truc inspiré de la pensée la plus naïve de la fin du 19e siècle, comme quoi le marché règle tous les problèmes. Or, dans cette idée, ce qu'on appelle chez les économistes la pensée, disons, Walras-Pareto, pour faire simple, puis ça fait sérieux, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. L'idée, c'est, le citoyen, il n'y a pas de citoyen, il y a un consommateur qui se réveille le matin en disant comment je vais maximiser ma satisfaction, et se couche le soir en disant je l'ai maximisé ou pas. Voilà. C'est une espèce de Robinson Crusoe de l'économie. Bon. Il n'a aucune relation sociale. Aucune. Et ça, c'est un débat du 19e siècle qui n'a pas été tranché. Vous avez... C'est un des grands radicaux de la troisième, Léon Bourgeois, qui disait l'individu isolé, ça n'existe pas. L'individu n'existe que parce qu'il est membre d'une société. Or, pour faire de la politique, il faut une société. Et l'idéal de la classe dirigeante actuelle, d'ailleurs Madame Thatcher l'a bien dit, hein, la société, ça n'existe pas. Hein, elle avait dit dans une interview dont j'ai les références quelque part. Si. Et en tout cas, on veut rendre le citoyen prisonnier de la consommation, c'est-à-dire qu'il ne soit pas citoyen, puisqu'il n'y a que ça. Il n'y a pas de lien au sens politique du terme. Donc il n'y a pas de vie politique. Et dire on doit améliorer l'Union européenne pour que la fasse de la politique. Non, elle ne peut pas faire, par définition. Par définition. Et plus ça ira, et moins ce sera le cas. Bon. Puisqu'on veut supprimer les peuples et le peuple. Il n'y a pas de peuple européen et on veut supprimer les peuples des États membres. Voilà. La dernière étape, vous l'avez vu comme moi évidemment, ça a été l'annonce du saut fédéral. C'est-à-dire on veut supprimer l'unanimité dans les grandes décisions publiques, comme en économie, en défense, en affaires étrangères, etc., etc., etc. Vous avez sans doute aussi noté qu'il y a eu un certain nombre de personnes, 50 exactement, qui ont fait l'appel des 50, qui ont dit on est hostile, on demande un référendum pour ce saut fédéral. Alors, comme je suis un des 50, je le dis au passage. Et ça, c'est cette évolution qu'avait prévu, et j'en termine avec Mendès France quand même, parce que quand même en 1957, il annonce cette question démocratique en disant qu'il ne votera contre parce que la démocratie est en jeu, et il dit ceci. L'application d'une démocratie peut prendre deux formes. Soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit la délégation de ces pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique au sens le plus large du mot, national et international. Ben, tout a été dit en 1957, sauf que c'est là aujourd'hui. Voilà. Et ça, on est devant un choix là.
qu'est-ce qui va se passer? Dans l'esprit des dirigeants, ben, on va renforcer ce système, tout en parlant de démocratie, c'est-à-dire on aura le choix quant aux plantes vertes devant un immeuble. Bon, des trucs dans ce genre, je caricature un peu évidemment. Soit on va au conflit. Alors ça, on a quand même eu des événements marquants. Une classe dirigeante qui a répondu qu'elle s'en fichait complètement. Il y a eu le 29 mai 2005. Le peuple français a voté non à un traité, le peuple néerlandais aussi, et l'Irlandais aussi, je crois. Ouais. On leur a dit qu'on s'en fichait complètement et qu'on le ferait quand même. C'était Sarkozy, qui en ce moment, avec d'autres républicains, verse des larmes de crocodile sur les risques qui pèsent sur la démocratie. Oui, enfin, il ne faut pas le bafouer soi-même pour ensuite dire qu'il y a des risques. Donc il y a eu ça, il y a eu les bonnets rouges, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les mouvements paysans. Apparemment, ça glisse. Sauf que ça glisse jusqu'au moment où on se bat. Face à ça, alors j'admets que mon discours est un peu long, mais il est important pour dire, face à cette contradiction, il y a deux solutions. Soit on officialise la disparition de la démocratie. On dit, écoutez, il y a des gens qui savent et qui font, et puis les autres, on vous demande de vous taire. On essaiera de faire en sorte que vous n'ayez pas trop de problèmes économiques, mais taisez-vous. Ça, c'est une première solution. La deuxième, c'est on revient aux fondamentaux, et donc on repasse par la case peuple, qui lui-même repose sur la question des institutions qui sont censées créer la démocratie, et ça s'appelle l'élection des constituantes. Voilà. C'est comme ça que je l'avais fait dans le monde diplomatique en 2014, donc je l'ai rediffusé là ces derniers temps, parce que les conditions y prêtaient, un article qui s'appelait Bonapartisme ou constituante. C'est les deux options. Bonapartisme est une option qu'on a connue dans l'histoire de France deux fois, Napoléon Ier et Napoléon III, qui est une forme assez autoritaire du pouvoir. Constituante, c'est la forme démocratique. Alors, ça ne veut pas dire, contrairement à ce que racontent certains, de faire n'importe quoi, n'importe comment. Non, ça veut dire qu'il y a un réel débat argumenté pour savoir ce que doivent être les institutions pour que le souverain, l'article 3 de la Constitution, en théorie, la souveraineté nationale appartient au peuple, le souverain, donc le peuple, retrouve sa souveraineté. Voilà. Donc c'est la forme, enfin pour nous, on dit toujours c'est la forme pacifique, démocratique et rassembleuse pour sortir de la crise actuelle. Si on ne fait pas ça, il y a la possibilité d'un affrontement et de violence alors beaucoup plus grave que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Surtout si la situation économique se dégrade. Voilà un peu dans quel esprit on pose cette question. La réponse que vous nous avez donnée est parfaitement claire. On voit le cheminement de la pensée et comment rétablir le souverain dans ses droits. En réalité, c'est la question qui nous est posée. Alors, c'est le troisième volet de l'entretien, c'est que pensez-vous du référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire, enfin ce référendum qui viendrait de la base? Alors, par définition, ce genre de questions doivent résulter de la constituante dans notre esprit. Donc ce sont, alors la constituante, ce sera, alors je dis au passage, ce seront des citoyens élus. Alors pour nous, à partir des communes, de manière à recréer à la fois le tissu local et la participation de tous. Je sais bien qu'il y en a qui voient ça tirer au sort avec 3 experts qui dirigent les tirés au sort. Ça, bon, ça s'appelle un déni de démocratie. Hein. Bon, par définition, ceux qui participeront à la constituante doivent avoir des mandats.
mandat, c'est les citoyens qui le donnent. Si on commence par dire les citoyens ne participent pas, il n'y a pas de mandat. Bon. Alors, qu'est-ce que, dans ce cadre, le RIC est une des questions qui inévitablement viendra. Inévitablement. Bon. On l'a bien vu, les revendications sous les gilets jaunes, c'est une revendication qui revient très, très, très souvent. Bon. Si vous voulez, ça pourra agrémenter vos sites. Je vous enverrai une photo que j'ai de gilets jaunes au pied de la statue de Louis XIV à Versailles avec un grand panneau constituante. C'est adorable. C'est tout un symbole, je dirais. Bonaparte. Bon. Donc, à l'évidence, il y a une demande de démocratie directe qui s'est développée, et vraisemblablement en réaction au fait que la démocratie disparaissait. Donc il faudra vraisemblablement répondre à cette demande. Alors, donc sur le principe même, je le trouve plutôt intéressant. Ensuite, une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire on en fait tous les jours n'importe comment. Bon, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des conditions. Un certain nombre de citoyens qui le demandent, sans doute répartis sur le territoire, pas tous les jours, enfin bon, des choses comme ça. Bon, l'exemple de la Suisse, de ce point de vue, peut être intéressant à analyser. Bon. En toute hypothèse, je pense que la question viendra. Est-ce qu'on peut aller ce soir plus loin dans qui, comment, dans quelles conditions? Je ne suis pas convaincu, mais si vous voulez, on peut essayer. Juste une chose qui, moi, me paraît importante et sur laquelle nous avons pris en tant qu'association la position. Il y a plusieurs choses, d'ailleurs. Premièrement, référendum, et pas d'initiative, là. Enfin, oui, pour être d'initiative. Il doit y avoir un référendum pour dire si il faut continuer à avoir un droit européen qui domine le droit français. Pour moi, il faut le supprimer. Ça a été validé par le Conseil d'État, mais ça doit être mis en débat. Ça a été fait dans des enceintes plus ou moins restreintes, sans qu'il n'y ait jamais un aval populaire quelconque. Donc cette question doit être évoquée. La deuxième, c'est celle du Conseil constitutionnel. Bon. Alors je sais bien qu'on nous explique à longueur de journée que l'état de droit c'est fondamental. Si état de droit, ça veut dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelait autrefois un état de police, oui bien sûr que c'est bien qu'il y ait un état de droit. Et ça veut dire la démocratie contre le pouvoir autoritaire. Bon. Mais si l'état de droit c'est il y a des pensées qui n'ont pas le droit de s'exprimer, alors là, ça ne va pas. Or, ça évolue un peu dans ce sens. On l'a bien vu dans certaines décisions de la Cour de Luxembourg, où, par exemple, on doit penser d'une certaine façon peut-être sur la théorie de genre. Ça, c'est pas... ça, c'est un débat entre citoyens, c'est pas un élément d'état de droit. Voilà. De la même manière, au vu de la manière dont le Conseil constitutionnel a fonctionné ces derniers temps, on peut se poser la question de savoir ce que signifie sa neutralité et son rapport à la démocratie. Hein. Bon, aussi bien dans la loi immigration que dans la loi retraite, bon, ça pose problème. Moi, j'ai fait, enfin nous avons été un certain nombre à faire, une proposition assez simple. De deux choses l'une, où on revient à ce qui était la pensée initiale des premiers républicains dans la Première République. C'est-à-dire, le peuple désigne des représentants, les représentants au nom du peuple. Alors après, il y a le contrôle des élus, c'est pas des questions négligeables. Hein. Oui. Donc je m'en voudrais de ne pas les évoquer. La nature du mandat. La nature du mandat, le contrôle du mandat, le mandat révocatoire, enfin ça aussi c'est des débats. Mais, en théorie, si les citoyens considèrent que leurs représentants ont joué leur rôle,
il ne peut pas y avoir de remise en cause. C'est-à-dire l'idée, article 6, je crois, de la Déclaration des droits de l'homme, la volonté générale, bon, la loi est l'expression de la volonté générale. Là-dessus intervient un truc qui s'appelle le Conseil constitutionnel, désigné de manière discutable, qui dit, ah ben non, nous on pense que non, on pense que oui, sur des critères que personnellement je ne partage pas obligatoirement. Or, en théorie, la Constitution est un bien public. Bien public. Elle appartient donc à son souverain naturel, le peuple. Si donc il y a une entorse à la Constitution, puisque c'est bien de ça que parle le Conscons, ça ne peut être que parce que le peuple, d'une manière ou d'une autre, l'a dit. Donc, moi je serais assez porté pour dire, une loi est déclarée admise, sauf si un nombre de citoyens, par un RIC, dit, nous, on veut un RIC, et à ce moment-là, on l'accepte, on la refuse. Là, on est dans la logique de la souveraineté, on y reste, et ça donne un sens au RIC dans des cas très précis, on avalise ou pas la loi. Ça me paraît d'autant plus important que depuis qu'on a inventé les QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité, on ne sait plus ce qu'est la loi. Elle est un peu aléatoire. On peut parfaitement, ça vient d'être fait il y a quelques temps, remettre en cause une loi de 1993. Parce qu'un citoyen a demandé qu'elle soit remise en cause, et le Conscons a dit oui, d'accord. C'est quoi le droit? Comme ça. Et qu'un citoyen l'ait fait, honnêtement, pour moi, ça ne lui donne pas l'aval de la souveraineté populaire. Hein. Donc là, toutes ces questions sont là. Et le RIC, je pense que c'est un instrument fragile, d'application pas toujours simple, mais ça donne un recours nécessaire aux citoyens face à des situations de crise et de contradiction. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais, en tant que menace. Oui, voilà, ça répond aux menaces qui pèsent sur la démocratie. Voilà. Ouais. Mais de ce point de vue, c'est une bonne idée. Oui. Ouais. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Avez-vous travaillé sur un projet pour changer les institutions? Faites-vous ce travail? On a dit un certain nombre de choses, oui. Mais on ne veut pas travailler sur un projet en tant que tel, dans la mesure où on pense que la constituante aura pour rôle justement de faire la Constitution. Étant entendu qu'ensuite il doit y avoir un référendum du peuple sur le projet qui en sortira, hein, bien entendu. Mais vous pouvez être force de proposition. Oui, mais on a fait un certain nombre de propositions qui nous paraissent fondamentales. Alors vous avez peut-être vu que nous avons engagé un processus de rencontre avec des associations qui militent pour la démocratie. Il y en a énormément. Le problème, c'est qu'elles sont isolées, qu'elles ne se connaissent pas, et donc on a essayé de faire un petit travail, non pas de toutes les rassembler, de toute façon on ne les connaît pas toutes, hein, mais d'en rassembler un certain nombre qui le voulaient, s'ils ne le veulent pas, ben, ils ne viennent pas. Hein. Et donc on a fait de ce point de vue une réunion à l'Assemblée avec le groupe Elliott, vous avez peut-être vu ça. Pourquoi? Ben parce qu'il a eu, alors là on ne s'y attendait pas, une attitude totalement démocratique dans un moment grave, à savoir la retraite. Que donc ça valait un coup de chapeau et au moins d'en discuter avec eux. Après on est d'accord ou pas, mais c'est un interlocuteur qui a un sens, voilà, qui avait acquis une certaine légitimité au travers de son action. Ensuite on a continué à rassembler les dites associations, d'abord par des visios, parce que parfois pour rencontrer tout le monde c'est plus simple, hein. Et puis ensuite par une réunion physique, en présentiel comme on dit de nos jours, dans la maison des assos du 15e arrondissement. C'est intéressant, toutes les vidéos sont sur notre site. Hein.
www.pouruneconstituante.fr. J'en profite pour rappeler le titre. Bon. Et donc elles sont toutes là, toutes. Et nous sommes rentrés dans cette réunion avec plusieurs idées. La première qui répondent en partie à votre question. La première, c'est que ces associations se connaissent. Donc on a passé la journée, à dialoguer, à échanger, à voir les contradictions. Bon, il y a des choses, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais de toute façon, si un jour il y a une constituante, on ne sera pas... il y aura débat, donc on n'est pas tous d'accord. Donc l'idée d'être tous d'accord a priori est idiote, et même antidémocratique d'une certaine façon, puisqu'on impose une réponse. Donc ça c'est le premier intérêt. Le deuxième, c'est de montrer que ça existait, et donc de donner une envie à d'autres de le faire. Et c'est pour ça que parallèlement à la réunion de Paris, on a fait 3 autres réunions, parce qu'on avait la possibilité de ces 3-là, une à Marseille, évidemment, une à Moissac et une à Montbéliard. Bon. Et on espère que dans l'avenir, justement, le fait de montrer des images de ces réunions à tel et tel endroit, ça en entraînera d'autres, et que ça fera, oui, ça fera souche. Voilà. Donc ça c'est la deuxième chose, et on espère que ça va se développer, en tout cas on œuvre dans ce sens. La troisième, c'est qu'on voulait ressortir avec quelques propositions sur lesquelles on était tous d'accord. Parce qu'on a vu les divergences, mais on pouvait espérer qu'il y ait des convergences. Donc on en a trouvé quelques-unes. De mémoire, premièrement, il ne peut pas y avoir de modification de la Constitution, quelle qu'elle soit, sans référendum. Oui, non, mais il y en a eu depuis que la Constitution existe, il y en a eu, je ne sais plus, 25 ou 26. Il y en a eu 25-26 référendums. Hein. Bon. Et en plus, que ce soit un référendum significatif. Par exemple, le quinquennat où il y a eu 15% d'électeurs qui sont déplacés, à notre sens, n'est pas significatif et donc ne doit pas être considéré comme un résultat valable. Par exemple. Bon, c'est l'exemple qui vient à l'esprit tout de suite. Hein. Bon, 15%, en fait, c'est pas sérieux. Bon. Ouais. Bon. En plus, je pense que ça pose pas mal de problèmes à cette réforme, mais ceci est un autre débat. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qui est un référendum sur la suppression de la priorité des droits européens sur le droit national. Bon. Et ensuite, il y a eu un certain nombre de propositions avancées par les uns par les autres sur le mandat, le mandat révocatoire, etc. Mais ça, ça n'a pas fait partie des 3 ou 4 parce que, bon, il y a des débats là-dessus, donc c'est encore à venir. Mais notre préoccupation principale, c'est de montrer qu'il y a une volonté commune sur des points essentiels et que on continue ce débat en marquant toutes les différences, mais dans le nombre de lieux le plus grand possible en France. Voilà. Ça c'est, oui, c'est l'amorce d'assemblées communales qui peuvent être l'amorce d'un embryon de constituante, quoi. C'est encore un peu dans les limbes. Oui, mais ça y contribue. C'est vrai quand des événements viennent bouleverser la vie locale et que ces événements sont adoptés par le conseil municipal pour des raisons que personne ne connaît. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut quand même demander l'opinion des gens. Alors ça participe d'abord de la démocratie locale, bien entendu. Ça peut être une manière de motiver les citoyens qui, alors là, sont confrontés à des problèmes très locaux, très personnels. Mais ça doit être théoriquement l'embryon d'un ensemble national
qui, et c'est l'objectif principal de la Constituante, reconstitue le peuple en tant que corps politique souverain. Voilà. C'est un point de passage obligé. Ce qui veut dire qu'on impose, en faisant ça, d'abord l'idée que le peuple, ça existe, contrairement à ce que racontent un certain nombre de personnes. Deuxièmement, que ce n'est pas uniquement des gens qu'on prend comme ça au hasard qui sont censés représenter le peuple, non. Le peuple, il se représente lui-même. Voilà. Et troisièmement, qu'il ne peut pas y avoir de sortie de la crise actuelle sans un processus de la sorte. Ce n'est pas possible. Sinon on court à l'affrontement, à la violence. Alors là, rajouter à ça que sur le plan international, c'est pas la grande paix mondiale qui s'annonce, bon, tout en même temps. Ouais, les ingrédients sont là pour un déchirement. Mais là, on a un discours politique qui est devenu catastrophique, c'est uniquement des slogans qu'on répète comme ça. Puis la représentation. Ouais, c'est-à-dire que la classe politique aussi qu'on a aujourd'hui n'est pas tout à fait celle que... Alors, la classe politique, peut-être, c'est pas à moi de dire qu'elle était mieux avant, évidemment. Ouais. Mais on peut le dire quand même. Ça, c'est vous qui le dites. Mais comment dirais-je, il me semble qu'il y a eu un dérapage. Alors celui-là, par contre, je peux le dire. C'est que il y a toujours eu, en démocratie en tout cas, mais même sous l'Ancien Régime, des carrières politiques. Jaurès a fait une carrière politique, c'est clair. Bon. Mais c'était pas une profession politique. La profession de Jaurès, c'était prof de philo, puis après journaliste. Et sa profession n'était pas politique. Clémenceau, qui a fait une carrière politique encore plus longue, était médecin. C'est pas sa profession. Ce qu'il y a, c'est qu'il me semble qu'il y a de plus en plus d'élus dont c'est la profession, qui n'ont jamais fait que ça. Oui, ce sont ce qu'on appelle les apparatchiks. Oui. En fait, dans d'autres pays. Voilà. Alors ça pose évidemment un problème. Parce qu'on ne peut pas, à partir du moment où on est professionnellement dépendant de l'appareil politique dont on est membre, il est bien évident qu'on n'a pas de liberté. Évidemment. Ouais. Alors je sais que la question des fonctionnaires élus, pas élus, moi, évidemment, je suis un peu partial quand je parle de ça. Mais en tant que député et administrateur de l'INSEE, j'étais détaché, c'est-à-dire que je n'étais plus payé par l'INSEE, mais je pouvais revenir. Par contre, je ne pouvais pas changer de grade. Ma carrière, au sens progression des échelons, s'arrêtait, était bloquée au moment où j'étais élu. Et elle ne pouvait reprendre que lorsque je ne l'étais plus. Bon. C'est comme ça que toute ma promo de Polytechnique, quand je suis revenu, était hors classe, j'étais le seul à pas être. Mais c'est pas, ça fait partie du jeu, hein, c'est très bien, même. C'est très bien. Oui. On ne pouvait pas me dire, si tu n'es pas sur tel truc, tu ne seras pas en classe. Ben non, puisque je ne pouvais pas l'être de toute façon. Ouais. Donc, il y a des tas de trucs comme ça. Il me semble qu'il y a des pays, mais alors, sous réserve de vérification, hein, parce que là, je me hasarde, il me semble qu'il y a des pays en particulier, on m'a dit la Belgique, mais il faudrait le vérifier, où un élu, lorsqu'il n'est plus élu, sauf s'il a tué père et mère, on lui doit un poste dans l'administration. Donc, il n'est plus dépendant de son appareil. C'est pas, on voit toujours ça au travers des avantages. Il faut voir la liberté aussi. C'est deux choses de nature un peu différentes. Oui, c'est un sujet qu'on a abordé dernièrement, au cours d'une réunion aussi, effectivement. Oui. C'est des questions qu'on n'évoque jamais parce que, pour des raisons qui tiennent pas obligatoirement à la qualité des élus, mais en tout cas au poids des appareils, ça c'est sûr,
et donc à ce qu'il génère comme élu, évidemment. Je pense qu'effectivement, de ce point de vue, il y a eu une dégradation, non pas dans la qualité, c'est pour moi qui ai le droit de juger ce genre de choses, mais dans la liberté des élus. Un élu n'a pas de sens, il doit être dépendant d'une seule chose, ses électeurs. Des électeurs, évidemment. Or, à l'heure où nous parlons, il dépend de tout sauf des électeurs. Il a un mandat impératif, ben, par rapport à son parti, évidemment. Il n'y a pas que lui, non. Il suffit de prendre la presse. Oui, mais bien sûr, non, mais c'est pas parce qu'il y en a d'autres que c'est bien. Oui, non, mais bien sûr. Donc, moi, je suis très, très préoccupé par cette question de liberté, oui. Et il me semble que, quand j'y étais, il y avait, oui, je ne dirais pas que c'était pas exagéré, hein. Bon, mais il me semble que c'est assez dégradé, voilà. Il y a eu un renforcement de l'étatisation, oui, ça, en réalité, dans beaucoup de domaines. Oui, oui, bien sûr. Et puis en plus, le poids de l'Union européenne qui n'arrange rien, puisque en gros, c'est une machine à penser, hein. Bon, je vois sur les questions d'énergie, par exemple, EDF a été éliminé dans ses décisions souveraines. C'est l'étatisation qui a décidé de la politique énergétique. Et cette politique énergétique, elle était liée à ce que voulait Bruxelles. Alors, certains vous diront, si encore c'était l'étatisation nationale, mais c'est l'étatisation bruxelloise. Oui. Ce qui n'est pas tout à fait la même. Là, on est enfermé dans un carcan d'obligations, à la fois nationales, internationales, etc., dont la sortie risque d'être assez violente. Bon. En plus, bon, là je reviens dans mon thème favori, ça en marseillais, nanana. C'est bien gentil de nous dire cette Europe qui correspond. L'Europe historique, enfin, bon, d'abord, moi, qui suis un peu historien amateur, je pense qu'il n'y a pas d'histoire de cette Europe. Bon, je pense qu'il y a une histoire de l'Empire romain, qui s'arrête en gros à la Saxe. Il y a une histoire de la chrétienté, qui d'ailleurs est diverse, et sûrement pas sur les Pays-Bas, qui devait être animiste, je crois, encore au XVIIe siècle. Mais cet ensemble tel qu'il est aujourd'hui, il y a l'histoire de la Baltique, ça oui. Et elle est énorme. Il y a une histoire qui disparaît aujourd'hui, c'est l'histoire de la Méditerranée. On est isolé dans la Méditerranée. Et ça, en tant que Méditerranéen, ça m'ennuie. Ça m'ennuie vraiment. D'abord parce que je pense que historiquement ça a un sens, philosophiquement ça a un sens, économiquement ça a un sens. Hein? C'est le travail de Fernand Braudel, c'est ça. Il est là. Et je pense que ça, c'est dramatique. Alors du coup, ça nous coupe de certains pays, parce qu'on dit qu'il faut rétablir les relations, mais en même temps, on se dit que ce n'est pas l'essentiel. Hein, l'Algérie, par exemple. Bon, alors je sais bien que c'est pas facile, hein, mais je ne suis pas sûr que si c'était un espace un peu plus élargi, on ne le poserait pas différemment, voilà. Mais bon, ça... Ceci est un débat qui déborde largement. Oui, la discussion qu'on avait décidé d'avoir. Ben écoutez, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter concernant le... Moi, ma question... Oui, enfin, il faut toujours ajouter quelque chose, de toute façon. Ma question principale, en dehors de ce que j'ai dit, et c'est d'ailleurs le titre du dernier chapitre, du dernier bouquin que j'ai sorti, c'est « Y a-t-il encore un peuple français ?» Avec une question corollaire, pour avoir la réponse, il faut lui poser la question. Il faut lui poser la question. Oui, bien sûr. Si on ne lui pose pas la question, on n'aura pas la réponse. Or, tout est fait pour ne jamais la lui